L'hypersensibilité. Voilà un sujet si vaste et un terme de plus en plus évoqué, mais parfois dénaturé. Je n'aurais pu rêver mieux que de vous en parler en invitant à mon micro une spécialiste que je suis depuis maintenant plusieurs années, Élodie Crépel. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à d'autres outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Élodie Crépel. Élodie est une psychologue spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et de la douance. Accompagnante, autrice de nombreux ouvrages passionnants sur le sujet et conférencière, elle a choisi d'orienter son métier pour un public qu'elle connaît si bien. En effet, elle-même au potentiel et hypersensible, Élodie a affiné son parcours de nombreuses formations spécifiques pour proposer une prise en charge profondément adaptée à un public neuroatypique, souvent méconnu et même dénigré. Telle une magicienne, elle parvient à faire de ses caractéristiques une force au quotidien. C'est souvent par le fait de devenir parent que l'on est confronté de plein fouet à son hypersensibilité. Mais qu'est-ce que l'hypersensibilité ? Comment apprivoiser au quotidien et en faire une force ? Et les enfants de parents hypersensibles, sont-ils absolument hypersensibles ? Nous évoquons vers la fin de l'épisode la haute potentialité également. Et je vous livre une partie de mon quotidien de maman hypersensible. Je vous souhaite de découvrir cet échange passionnant et passionné avec le même enthousiasme que j'ai eu à partager ce moment avec Élodie, pétillante et toujours autant généreuse. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir partager cet échange avec toi. Ah bah, c'est moi qui suis vraiment ravie et très honorée que tu m'aies invitée. Alors, je t'ai présenté un petit peu largement en introduction et donc tu es dans l'accompagnement depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui a orienté ta trajectoire vers les profils hypersensibles et hauts potentiels, en plus de la médiation familiale que tu gardes, il me semble. Oui. Je crois que, en tant qu'accompagnant et qu'importe le domaine et tu pourras peut-être aussi le dire, mais on attire des gens qui nous ressemblent parce que tout simplement, ce sont les personnes que l'on arrive le mieux à comprendre et donc à accompagner. Moi, je suis donc moi-même haut potentiel et hypersensible. Je le sais depuis maintenant justement une dizaine d'années. Mais j'ai eu du mal à l'accepter, parce que, en fait, toute mon enfance a été un peu compliquée justement par rapport à ça. Donc je comprends aussi les personnes qui n'ont pas été en fait, analysées, diagnostiquées, étiquetées, on utilise le terme qu'on veut, dès l'enfance parce qu'il y a, ce trou, cet abysse en fait, qui grandit en soi et ça génère beaucoup d'incompréhension et beaucoup de difficultés parfois. Et du coup, moi, j'ai pris du temps à l'accepter et à un moment donné, quand je l'ai accepté, eh bien, je me suis rendu compte de cette évidence. Les gens que j'arrivais le mieux à accompagner et à finalement aider dans leur quotidien, ce sont des personnes au potentiel et ou hypersensibles. Puisque, petit rappel, si les personnes, les auditeurs qui sont là ne savent pas, mais on peut être l'un ou l'autre, les deux ou pas les deux. Hein, c'est pas toujours ensemble. Et donc, en fait, naturellement, je me suis dit, mais en fait, si j'attire ce public-là, il faut que je sache mieux les accompagner. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les outils, qu'on n'avait pas les bons outils et que la relation d'aide avec ce public-là était différente. Donc, je me suis spécialisée en fait auprès de ce public. J'ai passé des formations supplémentaires parce que dans le cursus universitaire classique ou de la formation classique, bien entendu, on t'en parle quasiment pas, voire pas du tout, parce que c'est quand même une minorité de personnes, bien évidemment. Et en fait, voilà, depuis, je pense que je suis davantage à ma place. Super, merci. Merci pour cette précision et effectivement, je me retrouve beaucoup dans ce que tu présentes. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus, l'hypersensibilité? Je te pose cette Oui. question parce que tu vois, récemment, j'ai interpellé ma communauté en demandant: «Est-ce que vous vous sentez, hypersensible?»
Et puis j'avais mis un lien, vers ta page et Merci. j'ai eu beaucoup de parents, en fait, de mamans. J'ai eu beaucoup de mamans qui me disent, «Bah, en fait, je sais pas, mais je crois pas, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Et comment le savoir?» Comme s'il y avait, enfin, beaucoup de questions et j'ai ressenti un peu d'inquiétude ou bah, parce que de la méconnaissance et voilà, je voudrais que tu nous dises un peu plus comment tu pourrais nous traduire, une personne Alors avec hypersensible. plaisir. Mmh. L'hypersensibilité, il faut savoir qu'il y a 2 grands pans dans l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, donc c'est-à-dire avoir des émotions plus intenses et plus fréquentes. Il y a vraiment ces 2 données, Mmh. intense et fréquente, qu'une dite moyenne. Si moyenne, il existe. On va revenir là-dessus après. Et après, tu as l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, donc c'est avoir un ou voire plusieurs sens, pas forcément les 5, mais plus développés. Et donc ça peut générer, eh bien, des facultés extraordinaires, mais aussi, des douleurs et des incompréhensions. Par exemple, quelqu'un qui va avoir beaucoup la migraine, ou bien beaucoup de mal de dos, tout ça, enfin, ça peut être des signes, d'une hyperesthésie visuelle ou kinesthésique, enfin voilà. Sur la norme dont je te parlais tout à l'heure, là, sur l'hyperémotivité, on a un petit souci aujourd'hui quand même, c'est qu'on vit dans une société, pour reprendre les mots de Saverio Tomasella, hyposensible. C'est-à-dire que concrètement, on va prôner justement les gens qui vont avoir cette capacité à cacher très bien leurs émotions. Ça va être vu comme de la sagesse ou encore une fois comme une capacité émotionnelle, une maturité émotionnelle. Et à Mmh. contrario, les personnes qui a priori ne gèrent pas, entre gros guillemets là, ou contrôlent, Mmh. voilà, ce côté de contrôler ses émotions, se les canaliser, eh bien on va avoir ça comme de l'immaturité émotionnelle. On va le tolérer, je dis bien tolérer parce qu'elle n'est pas pleinement acceptée chez les enfants, en se disant bon c'est des enfants, on sait que leur cerveau n'est pas mature, enfin voilà, et encore que parce que on est, je pense, en phase de changement en France, hein, dans la culture française, pour arrêter de voir ça comme des caprices, mais c'est pas encore intégré dans tout, enfin Mmh. voilà, pour tout le monde. Mais chez les adultes, c'est vraiment vu comme quelque chose à changer. Cette personne, elle a un problème. Voilà, si elle pleure, ou même si elle rit trop, enfin bon, il faut. On a la sensation qu'il y a une norme. En fait, on a la sensation qu'il y a une façon unique de ressentir et de vivre ses émotions. Et donc forcément, ça amène des inquiétudes. Et c'est pour ça que le terme hypersensibilité peut être aussi vu un peu négativement. Donc il y a eu le terme de ultrasensibilité qui a été proposé par Saverio notamment. Aujourd'hui, on va parler de haute sensibilité. Finalement, qu'importe les termes, utilisons Mmh. celui avec lequel on se sent le mieux. Au départ, il faut se dire que ça vient d'Hélène Aron, qui est la spécialiste internationale dans ce domaine et qui, elle, l'a nommé comme ça, effectivement, high sensitive person, donc les personnes à haute sensibilité, tout simplement. Il n'y avait pas finalement, du coup, de trop, cette image d'être trop. Et ce qui est souvent reproché justement aux personnes sensibles, elles sont trop. Et encore une fois, Mmh. tu vois, je fais le lien avec ce que je te disais. Forcément que si dans une société on prône l'hyposensibilité, bah, très vite, j'ai envie de dire, tout le monde va être un peu trop, hein, et va avoir des moments trop. Est-ce que pour autant on est hypersensible? Non. Comme je te disais, c'est vraiment cette hyperémotivité qui est de naissance, Mmh. et cette hyperesthésie. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut passer par des phases d'hypersensibilité dans sa vie, tout le monde, hein, à moins de vraiment être coupé de ses émotions. Mais par exemple, face à un deuil ou à un trauma, bah forcément, on a une grande hyper-émotivité, qu'on a la sensation d'exploser, d'être envahi par ses émotions, mais c'est contextuel. Ça ne fait pas de nous une personne hypersensible. L'hypersensibilité, elle est donnée, on est hypersensible, on meurt hypersensible, et donc c'est tout au long de sa vie. Et justement, on va donc moins souffrir, parce qu'en Mmh. fait, notre cerveau est câblé pour ressentir ça. Notre cerveau est câblé pour ressentir cette intensité, cette fréquence des émotions. Ce qui est plus compliqué, ben malheureusement, c'est le regard des autres, encore une fois. C'est parce Et qu'en fait, oui. toute ta vie, on va te dire, mais tu as un problème. Tu te rends compte que Mmh. tu as un problème. Ce n'est pas normal comme tu es. Et ben forcément, ça va te faire perdre confiance en toi. Et petit à petit, cette graine va germer, cette mauvaise graine, de se dire, mais ok, en fait, effectivement, il faut que j'apprenne absolument à contrôler mes émotions. Et le problème, c'est que c'est un peu comme une marmite, tu vois, plus tu essayes de Mmh. contrôler, et plus ça va exploser. Et alors même que ton cerveau, il est bien fait. S'il est né comme ça, c'est qu'il peut en fait fonctionner comme ça. Donc il y a tout un travail, tu vois, de confiance et tout. C'est pour ça que je pense que quand les gens se découvrent ou en tout cas se questionnent sur leur potentielle hypersensibilité,
Il faut, je pense, avant tout, casser tous les préjugés qu'il y a autour de cette question et Mm. dire, mais en fait, c'est pas une maladie, c'est pas un handicap. Si tu es hypersensible, vois-le comme une caractéristique positive, comme il y en a tant d'autres. Ouais. Mais on a besoin de personnes comme toi, enfin d'être accompagné là-dessus pour être convaincu que l'hypersensibilité peut être une force. Parce que comme tu le dis bien, enfin déjà c'est rassurant de se dire on est avec et on Mm. meurt avec, c'est comme ça. Moi je crois que, en tout cas beaucoup de personnes que je rencontre ont un switch à un moment où ils se rendent compte que finalement jusque-là ils ont fait un faux semblant avec eux-mêmes, ils ont joué un rôle parce que on ne leur permettait pas d'être eux-mêmes. Et donc, c'est le moment où ils rentrent dans la vie d'adulte ou au moment où ils deviennent parents, où ils se confrontent finalement parfois à une hypersensibilité de leur enfant, où ils se disent oh, mais ça me ressemble, et puis finalement comment je réagis, et puis finalement comment je reçois, et boum, enfin, tu vois, enfin, je suis sûre que ça Exactement. te parle ce que je te dis. Oui, Oui. totalement. Merci de Mm, parler du faux self parce que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes ne se rendent même pas compte qu'elles ont un faux mm, self. Alors, le faux self, c'est vraiment de porter un masque social, c'est-à-dire en fait oui, oui, essayer d'être la personne qu'on attend de nous. Ça commence dès l'enfance, effectivement, si on a des parents qui. Et alors, c'est pas pour leur jeter la pierre, parce que j'estime que de génération en génération, on tend à s'améliorer. Hein, moi, je dis souvent oui, ça, n'en voulez pas à vos oui, parents, parce que eux-mêmes, par rapport à l'enfance qu'ils ont eue, je pense qu'ils ont fait un pas. Hein, quand on se rappelle, tu vois, de ce qu'on nous dit, par exemple, ah, mais moi, à l'époque, tu vois, il y avait le martinet à mm, côté de la porte et on me le montrait. Enfin, moi, j'ai jamais mm, connu ça, par exemple, tu vois. Donc je pense qu'effectivement, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient aussi. mm, Et à nous aussi de complètement. faire notre marche, tu vois, ainsi de suite. Mais c'est vrai que si on était dans une famille qui ne montrait pas les émotions, qui juste au contraire les voyait comme un problème, très vite l'enfant, et c'est inconscient, s'est dit, OK, il faut que je m'adapte. Et Mm, l'hypersensible va se suradapter à ça. Il va bien comprendre, par exemple, à oui, l'école, qu'il ne faut pas pleurer. Et alors, outre le sexisme pour les petits garçons, hein, où c'est bien sûr. voilà, où c'est encore pire, hein, là-dessus, eh bien, forcément, il va s'adapter, il va avoir un faux self, et il est possible, effectivement, de le garder toute sa vie. Alors, moi, je ne juge pas les personnes qui l'ont, parce que aussi, c'est un choix et que ça peut être très violent. Que quelqu'un, tu vois, d'un coup te dise non, mais c'est bon, libère-toi, arrête de tout contrôler. Qui on est pour dire ça? Et des fois, on est prêt, des fois, on n'est pas prêt. Mais tu mets le point sur quelque chose d'essentiel. Alors, on peut effectivement être prêt sans être parent, bien évidemment. Être Mm, parent reste un choix, et on peut ne pas avoir d'enfant, c'est pas, voilà, c'est pas du tout ça. Mais du coup, on remarque effectivement, alors pas chez tout le monde bien sûr, mais que avoir un enfant, ça va effectivement être l'explosion. Quand tu souhaites effectivement accompagner les émotions de ton enfant et que tu souhaites être dans cette bienveillance-là, tu es obligé de t'interroger en fait toi-même. Tu es obligé à un moment donné en fait, l'enfant fait un effet miroir terrible. Je dis terrible parce que ça peut être extrêmement violent, surtout si on n'est pas prêt, surtout si on n'a pas été dans cette réflexion-là un petit peu avant. Hein. Et pour mm, certains, c'est tellement dur que moi, je les ai des fois en accompagnant en disant, en fait, moi, je ne peux pas. Je suis obligée de lui dire stop. Et c'est intéressant parce que derrière ça, moi j'ai souvent envie, et peut-être que tu poses toi aussi la question, c'est mais à qui vous dites stop finalement? Est-ce que c'est vraiment à votre enfant que vous dites stop, ou est-ce que c'est le stop qu'on vous a mis? Et du coup, c'est une façon, encore une fois, vous, de vous bloquer parce que vous avez peur. Ça, c'est très intéressant. Comment on a peur d'être soi-même ou de se révéler. Tu sais, c'est un peu genre, oh, mais attends, mais si j'ouvre le couvercle, Elodie, mais ça va exploser. Cette crainte de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a ouais. derrière le rideau, par exemple, tu vois? C'est terrible de se dire que les gens, finalement, aujourd'hui, ont plus peur d'être eux-mêmes que de se suradapter sans cesse à la société. Complètement. Ouais, ouais. Ça, c'est une question. Ben non, on a le résultat, mais c'est une évidence pour se conformer, pour pouvoir pour pouvoir passer inaperçu, en fait, Mmh. j'ai l'impression. Et donc, l'hypersensibilité, tu vois, donc on parlait des parents, là, spécifiquement des parents. Euh, Tu disais, on est avec, on finit avec. Potentiellement, on a plus de chances d'avoir des enfants hypersensibles. En tout cas, j'ai l'impression, et je crois que tu peux plus ou Alors, moins nous le confirmer. Tu vas nous en dire ce que tu en penses.
Mais oui, vas-y, dis-moi déjà et Non, puis je te poserai ensuite non, non, mes mais questions. aujourd'hui, il y a pas d'études scientifiques qui le démontrent. Donc ça, c'est important quand Oui, même de le signaler parce que je tiens vraiment à rester sur, j'aime pas les idées reçues dans ces domaines-là. Ce sont des domaines assez novateurs, oui. un peu comme, le haut potentiel. Il se dit beaucoup de choses. Je pense Mmh. que les gens ont besoin de réponses et c'est normal. Mais restons quand même très scientifiques dans la démarche et je pense qu'il faut être, très humble des connaissances qu'on a. Aujourd'hui, pas d'études scientifiques dans ce domaine nous précisent qu'effectivement, il y a une côté génétique. Les professionnels, Mmh. cependant, remarquent que dans les faits, il n'est pas rare que les parents d'hypersensibles font des enfants hypersensibles. Alors c'est toujours pareil, quid de la génétique et de l'épigénétique, Oui, tu vois, de l'impact de l'environnement. Est-ce que en étant soi-même, à l'aise avec les émotions et parce que moi j'exprime mes émotions, est-ce que finalement je permets pas aussi à mes enfants de le faire? Tu vois? mmh, Et est-ce que mmh, finalement on mettrait pas l'étiquette entre guillemets «d'hypersensible» rapidement à un enfant? Parce que justement tous les enfants, en général, eux, vivent intensément leurs émotions. Tu vois? oui, Hypersensible ou non. oui, Donc très vite, on peut effectivement étiqueter un enfant comme ça, mais je pense que ça se voit aussi avec le temps et avec plein d'autres choses. C'est pour ça que je te parlais aussi d'hyperesthésie. Il n'y a pas que les mmh, émotions, il y a aussi oui, d'autres choses dans l'hypersensibilité. Donc, je sais pas, je ne saurais pas te répondre aujourd'hui, mais je trouve que mmh, c'est intéressant par contre, parce que les professionnels le remarquent et dans tous les cas, ça ne peut pas faire de mal de se dire: «OK, possiblement, mon enfant, il est comme ça et je vais donc pas essayer de le changer». Je me dis que oui, garder ça en fait, comme fil rouge dans notre parentalité, ce n'est jamais mauvais. bien sûr. Puisque c'est permettre à l'enfant de se révéler tel qu'il est, finalement, de lui offrir la Voilà, possibilité de s'exprimer. c'est Bien ça. sûr, il y a rien à perdre de ça, c'est sûr. Et tu sais, moi, j'aimerais croire, alors c'est absolument pas scientifique, c'est vraiment, j'aimerais croire que finalement tout le monde naît hypersensible parce que c'est certainement la nature de l'humanité. Mais bon, j'ai pas les moyens de faire Mais des c'est recherches intéressant ce que scientifiques tu pour dis. m'aider, tu vois? Je fais le parallèle avec le haut potentiel. C'est Carlos Mmh, Tinoco, je ne sais pas si tu as lu ses livres, mais justement dans un de ses livres, c'est une théorie qu'il propose, que tout le monde le mmh, serait en fait. Mais il y a aussi des comme ça, c'est vrai que c'est, justement, aujourd'hui avant on disait il y a 10-15 d'hypersensibles. Aujourd'hui on arrive à 30. Alors, est-ce que c'est parce qu'on sait mieux les repérer? Est-ce que c'est parce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que, en fait, parce qu'on est dans un environnement qui permet davantage d'ouvrir les émotions et que de génération en génération, il y a moins de violence quand même et donc on se rend compte et donc ça irait un peu dans le sens de ta théorie que finalement tout le monde est un peu, hypersensible. C'est vrai que c'est intéressant de se questionner là-dessus et ça serait vraiment, ça serait pertinent et puis moi ça je trouverais ça drôle, tu vois? De dire, au mmh. final, peut-être que ceux qui ont été étiquetés comme problématiques, c'est pas eux qui ont le plus gros des problèmes, tu vois? Mais oui, Ça offrait mais un oui. pied de nez un petit peu à la situation. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ce que tu parce que finalement, c'est intéressant de voir aussi alors moi j'ai 3 enfants, tu vois? Et a priori, avec une maman, grande sensible, ils ont, une grande sensibilité. Mais je dois reconnaître que j'en ai un particulièrement des 3 qui lui, bah, tu connais, on doit couper toutes les étiquettes, une Mmh. matière, de pull qui va pas, on peut se dire qu'il le mettra plus jamais. Les chaussures, on fait attention à comment sont les étiquettes, à comment on met les lacets, faut pas que les rentre enfin, voilà, donc tout plein de choses et là je me dis: «OK, OK, là on touche quelque chose d'hypersensible, quoi», tu vois? Est-ce qu'il est haut potentiel également cet enfant? Oui, oui, Bah, alors il ouais. faut vraiment te dire que le haut potentiel, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que si de base, en fait, un enfant hypersensible, si tu rajoutes la douance, donc être surdoué dessus, ah ben c'est fois 1000. Oh là là. Tu vois? Mais il y a tout fois 1000. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire Ouais. Mmh. l'exaltation, la curiosité, l'enthousiasme, Mmh. le Mmh. fait de déclarer son amour, ça peut être aussi des enfants hyper aimants, hyper câlins, Oh enfin voilà. oui. Oh Voilà, oui, oui, tu vois? oui. Donc c'est possible que tu le remarques davantage dans ces enfants-là. Mmh.
on peut aussi le remarquer dès tout bébé. On peut appeler ça les babys, les bébés aux besoins intenses. Et ça ne disparaît pas, puisque ça devient après des EAPI, des enfants aux besoins intenses, et potentiellement, du coup, des adultes aux besoins intenses. Mais ça, c'est dense. Moi, j'en ai 3 sur 3. C'est très, très dense. Des fois, on se dit, enfin, pourquoi on a fait un 3e? Tu vois? Mais je sais que le plus dur, c'est souvent le début. C'est le début parce que avoir un enfant, c'est avant tout une rencontre avec une personne, un part entière. Et du coup, il faut un temps d'adaptation. Et dans les familles où il y a une grande densité émotionnelle auprès de tous les membres de la famille, eh bien, il y a un déséquilibre quand tu rajoutes une autre personne dans cette dynamique. Donc, parfois, il faut ce temps-là et il faut l'accepter. On a tendance à s'auto-flageller en tant que parent, toujours. À dire qu'est-ce que je fais de mal. Et c'est intéressant de s'interroger, bien sûr, parce que ça nous permet d'évoluer et de faire mieux, bien entendu. Hein. Mais on est dans une société comme ça qui a beaucoup, beaucoup utilisé la culpabilisation. Et ce, depuis le plus jeune âge. Si tu fais pas ça, tu vas avoir ça, c'est que tu es comme ça, c'est que tu n'es pas bon, c'est que tu n'es pas bien, c'est que tu... Voilà. On a grandi en se disant qu'on apprend en culpabilisant. Tu vois, c'est terrible, hein, mais du coup, encore aujourd'hui, dans le monde de l'école ou au travail, ou même dans les relations de couple, tu vois, on a tendance à se dire, si je ne fais pas culpabiliser l'autre, il ne va pas comprendre à quel point il m'a fait du mal ou à quel point il n'a pas fait comme il fallait. Et ça, c'est long à déconstruire parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait soi-même? On se culpabilise de tout. Parce qu'on a cette sensation de « Ah, ouf, je ne suis pas une si mauvaise personne puisque je culpabilise. » Tu vois, inconsciemment, ça rentre ça. Et c'est une terrible violence parce qu'elle est... on la voit pas comme ça. Tu sais, cette petite voix, c'est important. Moi, je travaille beaucoup dans le fait de personnifier cette voix. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous avez ce discours interne? Parce que finalement, il est là le plus gros du travail, c'est de se rendre compte, là, cette petite voix, elle est là pour vous faire culpabiliser. Est-ce que vraiment elle t'aide? Tu vois? Je ne suis pas convaincue. Et du coup, on va perdre confiance en nous. Et ça, c'est terrible parce que quand on doit accompagner un enfant très dense, avec une grande densité émotionnelle, avec, comme tu dis, il faut faire attention à tout, aux étiquettes, à ça. Si soi-même on est déjà fatigué parce que on a une vie de parent aussi, hein, le travail, la charge mentale, tout ça, les responsabilités, eh bien le fait de se culpabiliser, à chaque fois, c'est ça qui nous tue moralement. En fait, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va dire stop à l'enfant. Parce qu'en fait, on aura ce discours interne de se dire je ne sais pas faire. Donc il faut qu'il arrête ça. Parce qu'en fait, là, ça me violente. Mais ce qui nous violente, finalement, c'est plus cette petite voix qui te répète « Et tu sais pas faire, et tu sais pas faire, et tu sais pas faire, et tu n'y arrives pas, et regarde les autres comme ils y arrivent. » Alors là, on est totalement... voilà, on s'est enterré tout seul, là. Tu sais, on a creusé le trou et hop, on s'est mis la terre au-dessus, quoi. Et c'est vrai que la société n'aide pas trop. Après, je crois que tu m'as dit que tu avais fait la formation aussi sur le burn-out parental. Oui. Ouais, elle est super bien cette formation, hein, vraiment. Je pense que beaucoup de professionnels sur la parentalité devraient la faire. Elle est complètement. Ouais. Et tu sais oui. Non, dis-moi. Non, j'allais rebondir sur cette formation qui, de fait, m'a fait faire des liens avec, tu vois, l'hypersensibilité et tout ce qui peut se surajouter à ce qu'on imaginait de la parentalité normale aussi, tu vois. Et donc d'ajouter encore un poids, boum, qui fait qu'à la fin, les parents s'enfoncent et ça m'a beaucoup parlé pour ça aussi. Tu viens de dire un truc incroyable, la parentalité normale. C'est dingue, c'est vrai. On a ce fantasme d'une parentalité normale, en fait. Complètement, oui. Et ça n'aide pas de voir des livres, des réseaux sociaux ou des films, comment ça se passe. Je fais juste une parenthèse avec, tu vois, la grossesse ou l'accouchement. C'est vraiment très drôle quand tu vois dans les films, par exemple, tu sais, oh, elle perd les os, oh là là, panique, vite, oh, le bébé va sortir. Et puis hop, sur les étriers, elle pousse un peu, oh, ça a l'air un peu compliqué, mais oh, le bébé là, incroyable. Je crois que des accouchements comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non. Et je trouve que c'est dommage parce que, tu vois, moi, je me souviens de ma première préparation à la naissance,
où elle m'avait justement dit, le premier c'est plus long, ça va mettre plusieurs heures, tout ça. Et elle m'avait pas du tout préparée à d'autres possibles. Et moi, c'est pas du tout l'accouchement que j'ai eu. Il a été extrêmement rapide, extrêmement violent. Et du coup, je m'attendais pas à ça, en fait. Et encore une fois, du coup, on m'avait mis en tête un accouchement normal, tu vois? Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand j'accompagne, par exemple, des femmes hypersensibles enceintes avec les hormones, c'est encore, c'est encore autre chose. Et voilà, c'est vrai que la maternité, quand on est hypersensible, c'est encore autre chose. Donc, je trouve ça chouette quand il y a des professionnels, tu vois, des doulas, des sages-femmes qui s'intéressent à l'hypersensibilité parce que ça rajoute tellement une autre perspective dans l'accompagnement. Et du coup, je disais, en fait, tout commence là. Quand tu essayes déjà, quand tu es enceinte, de te dire, mais en fait, moi, ça ne fonctionne pas pareil. Et si tu es dans cette acceptation-là, donc c'est bien 9 mois, hein, ça permet quand même de faire bouger des choses, eh bien, ça t'aide après, une fois qu'il y a l'enfant. Parce que notre parentalité n'est pas la même. Et on peut ne pas se reconnaître dans les livres, dans les vidéos, dans les accompagnements qui est proposé. Moi, je dis souvent, prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a forcément des choses qui nous parlent, mais n'essayez pas de calquer parce que c'est pas fait pour vous. Et finalement, tu vas travailler plus sur, enfin moi, c'est comme ça que j'imagine. J'accompagne les parents sur leur façon d'être pour pouvoir faire leur façon de faire à eux, mais Totalement. pas essayer de se raccrocher à une façon de faire pour être. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe pas dans le bon sens quand Totalement. on est tenté d'aller chercher de la normalité. C'est ça. Et c'est là où, tu vois, je disais, c'est là où c'est compliqué parce qu'en fait, on va leur demander en fait, de révéler ce qu'ils ont toujours caché. Et c'est le plus gros du travail. Parce que ils vont se dire, mais non, je peux pas, il faut que je gère, je peux pas tout lâcher. Et on se dit, mais on n'a jamais dit qu'il fallait tout lâcher. On a la sensation qu'il y a cette dichotomie, il n'y a pas de demi-mesure, c'est où je vais tout exploser, je le sens, ça va être la catastrophe, ça va être le tsunami, ou effectivement, je gère. Et en fait, il faut leur faire comprendre que justement, s'ils relèvent le couvercle, il n'y aura pas de tsunami. Il n'y aura pas de tsunami. Par contre, effectivement, plus ils vont avoir été dans le contrôle, dans la gestion émotionnelle pendant longtemps, et plus il y aura une phase, et c'est bien d'être accompagné par un professionnel à ce moment-là, pour être rassuré. Il y aura une phase où, voilà, encore une fois, on arrive sur une phase de déséquilibre avant de trouver notre équilibre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal, ça fait partie de la vie. Tu sais, souvent, on oublie ça. Encore une fois, chez les enfants, on le voit. Tu sais, ces phases où il y a une grande évolution. Ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher, ils apprennent... Voilà. Et tu sais, souvent, c'est précédé par une phase un peu compliquée, où ils dorment moins bien, ils sont plus grincheux, enfin, voilà. Et on se dit, c'est OK, ils sont en train de vivre une grande évolution. Et à un moment donné, ça se voit moins. C'est vrai que c'est moins visible. Mais en fait, on évolue tout au long de notre vie en tant qu'adulte. Il est donc normal d'avoir des phases d'évolution aussi qui sont précédées par des phases, je vais dire, de déséquilibre. Et quand on est hypersensible, ces phases de déséquilibre peuvent être effectivement difficiles, voire violentes, si en plus on lutte contre celles-ci. Mais ça fait partie de la vie, c'est juste qu'on est en phase d'évolution également, et qu'après, en fait, souvent d'ailleurs, il y a une remise en question, tu sais, est-ce que je suis bien en phase avec mon travail? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Est-ce que je suis fière d'être le parent que je suis, d'être le compagnon, la compagne, l'ami, je ne sais pas de qui je suis. En fait, voilà. Et bon, pour rigoler, on dit souvent la crise de la quarantaine, ou je ne sais pas trop quoi. Bon. Pourquoi pas, ma foi, hein. Mais je trouve que ces phases-là, en fait, et c'est là où ça va être très important, c'est que les hypersensibles, comme ils ont une grande introspection, tu sais, ils s'interrogent beaucoup sur eux-mêmes, ils ont un monde interne très riche, eh bien, ils ont beaucoup de phases d'évolution, beaucoup plus que la normale. Mais c'est ce qui fait aussi leur grande maturité émotionnelle, justement, tu vois. C'est ce qui fait qu'ils ont souvent la sensation d'être en décalage avec le reste du monde. C'est parce que justement, ils ont beaucoup de ces phases d'introspection, beaucoup ces phases d'évolution, mais ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux parce que du coup, on a la sensation d'avancer beaucoup plus vite, que les autres ne suivent pas, et qu'apparemment, c'est nous le problème. Et qu'en plus, c'est précédé par ces moments de crise terribles qui peuvent être angoissantes. Oui,
oui. Ça me parle tellement. Oui, oui, complètement. Ouais. Et donc Et tu la sais, parentalité oui, accélère tout. oui, et c'est ça. Ouais, ouais. Et tu sais, ça me fait penser ce que tu dis à une discussion que j'ai eue avec un ami il y a pas très longtemps, que je trouve, très sensible et très dans le contrôle, mais peut-être un peu plus à assumer sa sensibilité avec moi parce qu'on se connaît depuis longtemps, il est en sécurité et plus beaucoup vraiment dans le contrôle dans son travail, dans d'autres sphères et donc je me suis permise de lui parler de ça. Mais encore une fois, tu vois, je me doutais bien qu'il fallait pas que j'y aille en frontal parce que sinon il allait complètement Et oui, me repousser et quand même, ce qu'il a pu me dire et ça m'a fait réfléchir quand même. Mais j'ai repensé à toi et je me suis servie de ce que j'avais entendu, que tu avais proposé. Et il m'a dit, mais oui, mais là, j'ai l'impression que ça me rentrerait dans une case, ça me collerait une étiquette et finalement, je m'identifierais à une norme d'hypersensible. Tu vois, ça m'a fait bizarre qu'il me dise ça parce que je me suis dit comment finalement avec cette proposition qui lui permettrait de s'assumer et de ne plus subir la tyrannie de la norme, il me répond qu'il a peur de de rentrer dans s'identifier une autre à norme. dans une autre norme, tu vois. Alors Mmh. je lui ai dit, hein, avec la petite Astérix Élodie Crépel, une étiquette, une étiquette pas pareil si tu te la colles. Ouais, mais, moi tu ça me fait vois. penser, Mm. à la superbe illustration de Chloé Rayure, je sais pas si tu connais, Je crois que ça me, ouais, 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 qui ça me dit avait, quelque chose là. justement montré une petite case et qui disait: «Mais en fait, il faut le voir comme un endroit un peu safe, le temps où tu te Oui, reposes, tu oui, reprends des oui. forces et tu repars après». Mm. Moi j'aime bien ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a le choix, hein, on n'est pas obligé de dire déjà on n'est pas obligé de dire aux gens qu'on est hypersensible. Moi je le fais parce que c'est dans le cadre de mon travail. Mais sinon, tu vois, quand je me présente dans la rue à une Mm. nouvelle personne, je dis pas: «Bonjour Élodie Crépel, hypersensible». Tu vois? Il y a pas lieu d'être. Mais on peut se le garder en tête. Je pense que le but étant pas forcément de se poser l'étiquette pour se poser l'étiquette, mais de comprendre surtout que l'on n'est pas anormal. C'est-à-dire qu'il y en a Mm. d'autres et beaucoup des comme nous. Mais après, Mm. bah, l'hypersensibilité comme la douance, elle est colorée avec notre personnalité, avec aussi, Bien sûr, l'histoire qu'on a eue. Tu vois? Sur notre oui. passé, ce qu'on a vécu de douloureux ou enfin des rencontres aussi. Moi Mm. je voilà, tu es pas la même qu'il y a 10 ans et tu seras pas la même dans 10 ans et c'est normal, en fait. Donc le but, c'est pas de se focaliser sur ça en disant, «Bah, tout ce qui m'arrive ou tout ce que je suis, c'est lié à ça». Absolument pas. Mm. Ce n'est qu'une pièce du puzzle et après on a tous, finalement d'autres pièces et donc chacun on fait des puzzles différents. Oui, et finalement, oui, c'est vrai que c'est de se retrouver rassuré en gardant quand même la conviction qu'on est de toute façon différent, même C'est ça. de d'autres personnes qui seraient dans cette case, quoi, qu'on identifierait dans cette case. En Oui. fait, je pense qu'on passe par plusieurs phases d'acceptation. Tu vois, Mmh. toi qui as fait de la psycho, je pense que ça doit te parler, Mmh. mais tu sais, quand on parle du deuil, c'est la même chose. Là, c'est un peu la même façon de penser. C'est-à-dire que d'abord, on est un peu perdu, on se remet en question, on cherche des réponses, ça nous angoisse. Potentiellement, on va peut-être se dire, est-ce que je suis hypersensible? Et là, on va passer par toute l'arc-en-ciel des émotions, par la peur, la Oui, crainte, la oui. tristesse. Peut-être on va se sentir rassuré, la joie, enfin voilà. À un moment donné, quand on est sûr, ça crée quand même, encore une fois, une vague d'émotions. Qui, voilà, on va faire le tour encore de toutes les émotions jusqu'à arriver avec cette sérénité qui fait Mmh. qu'on va se dire: «OK, d'accord, ça fait aussi partie de ma personnalité et c'est pas un souci». Et une fois Oui, qu'on est arrivé là, ce qui est incroyable et je le vois, mais sur tous les accompagnements, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps parce que là, je le oui. fais vite fait, mais tu vois, ça peut prendre des années. C'est de se dire: «En fait, maintenant, je m'en fous et Mmh. je n'y pense même plus». Oui, Tu vois? et c'est OK. Et c'est Oui, OK. oui, Et oui. ça fait le parallèle justement avec les études de Lana Aron qui, elle, a démontré en accompagnant des familles sur 30 et 40 ans, donc tu vois, c'est intéressant ce Mmh. genre d'études parce qu'on peut vraiment avoir du recul, sur, des parents qui, eux, en fait, voient l'hyperémotivité comme quelque chose de positif et du coup, leurs enfants, s'ils sont hyper émotifs, ils ne les catégorisent pas, ils ne s'inquiètent pas, ils ne s'interrogent même pas et l'enfant, en grandissant, si un jour on lui dit: «Ah mais tu es hypersensible toi?» «Ah bon? Bah, je sais pas, je me suis jamais Mmh. posé la question» et en voyant effectivement les particularités, ils se disent: «Ah bah oui, certainement».
Mais tu vois, c'est OK de base parce ils ont pas eu besoin de passer par là parce qu'en fait, heu, les parents étaient OK avec ce qu'il était dans son entité, dans son intégralité, en fait. Et Ouais, pourquoi? Parce qu'ils étaient, je pense, eux-mêmes OK avec ce qu'ils étaient. oui. Et tu vois, ce que tu dis là, ça me touche, personnellement et du coup, je vais faire le lien avec une petite question pour finir. Je crois que c'est aussi la même chose pour les enfants au potentiel. Totalement. Parce que, j'ai eu une longue discussion, donc moi, voilà, comme je te disais, tout à l'heure, donc 2 enfants sur 3 au potentiel et puis un 3e qui arrive tranquillement, hein, mais il est encore tout jeune. Heu et mon mari et moi, on a été en gros conflit par rapport à ça parce qu'il me disait justement: «Qu'est-ce que tu as besoin de leur faire le test? Qu'est-ce que tu as eu besoin d'aller leur faire Mmh. le test alors qu'ils vont grandir dans une famille où on va les respecter pour ce qu'ils sont?» Où on va leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire au rythme qu'ils le souhaitent, avec l'ouverture qu'ils souhaitent. Hem et et on s'est retrouvés un peu en conflit parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il me dit. Mais moi, je crois que je voulais le faire aussi parce que, eh ben, ils sont encore scolarisés. Oui. Et que, notamment pour la grande et potentiellement fort pour le 2e, on va se retrouver avec un petit problème parce qu'ils ont, et notamment la grande, une attitude qui ne ressemble pas à quelque chose de conventionnel et de normal, Et tu oui. vois? Et tu Face aux mets le point apprentissages. sur ça. C'est-à-dire souvent on me demande, «Est-ce que je dois faire tester mon enfant, Mmh. pour le haut potentiel?» Et je dis alors déjà qu'en pense l'enfant parce que selon son âge, ça va être très important. Mmh. Et Mmh. ensuite, il faut, le faire tester pour une raison particulière. Soit il y a Ouais. une souffrance en fait à l'école, Mmh. soit il y a une souffrance sociale aussi parce que l'enfant par exemple a du mal à se faire des amis ou dans ses relations sociales c'est compliqué, ça peut le mettre en difficulté. Mais effectivement, il y a aussi ça. Si le parent, en fait, se sent désarçonné, ne comprend pas et a besoin de réponses, il est important effectivement de voir un professionnel Mmh. et de se dire: «Mais moi j'ai besoin de réponses parce que j'ai besoin aussi d'expliquer ce comportement différent». Moi qui fais du unschooling avec mes enfants, par exemple, souvent on me dit: «Est-ce que tu as fait tester tes enfants?» Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, dans le milieu du unschooling, donc pour ceux qui savent pas, le unschooling, c'est effectivement, que, l'enfant ne va pas à l'école. On fait l'instruction en famille, mais c'est encore différent parce que moi, je ne fais pas du homeschooling, c'est-à-dire je ne fais pas l'école vraiment à la maison. Ils ont pas de cours, ils sont en totale liberté d'apprentissage. Et du coup, en fait, je m'en fiche de savoir, ces particularités-là parce qu'il n'y a pas de cadre dans lequel ils doivent rentrer, il n'y a pas de moule obligatoire. Donc ça ne peut pas les mettre en difficulté. Mais je suis d'accord que quand l'enfant est à l'école, alors il y a des écoles maintenant spécialisées, il y en a de plus en plus et c'est vraiment génial parce qu'on a de superbes témoignages de ces enfants qui, justement dans ces écoles, c'est intéressant parce qu'ils font beaucoup plus de unschooling dans l'idée, tu vois? Ils Mmh. laissent Bien sûr. beaucoup de liberté justement à ces enfants HP qui en ont Mmh. vraiment besoin. Par Mmh. exemple, on se rend compte également que l'hypersensibilité, que ça soit en Suède ou, au Royaume-Uni, dans ces écoles-là, par exemple, il y a beaucoup plus de temps de créativité pure. Mmh. Et du coup, pour les enfants hypersensibles, là encore, ils sont moins en difficulté, que c'est encadré, parce qu'ils ont besoin de ces moments-là, en fait. Donc, Ouais. c'est intéressant de voir que selon la culture aussi, on va mettre en mal ou pas, en fait, ces enfants un petit peu hors normes. Oui, oui, complètement. Et donc j'arrive sur ma petite, question de fin, mais qui ouvre un autre sujet puisqu'on a commencé à parler l'eau potentialité et c'est encore Un un autre autre sujet, sujet. je trouve. Tu as commencé à dire dans ton introduction, ne pas faire l'amalgame, on peut être et l'un et l'autre ou l'un ou l'autre Oui, et je crois que c'était important de le préciser parce que, c'est souvent, hem, relié. relié. Alors Oui. pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un gros biais. Dans le au potentiel, il y a 2 grandes familles. On va parler de 2 grandes familles, mais bon, c'est plus complexe que ça, mais voilà. On a les laminaires et les complexes. Les Mmh. laminaires, ils ne sont pas hypersensibles. Ils ont une grande sensibilité, hein, cependant, ils ne sont pas du tout hyposensibles, mais ils ont une grande sensibilité, mais voilà. Les complexes, ils sont hypersensibles. Mais les laminaires s'adaptent très, très bien, à ce monde-là. C'est d'ailleurs ceux-là souvent qui sont médiatisés. Donc tu vois, ils sont très, cartésiens, très carrés, ils avancent, ils sont très, ils vont bien s'adapter à ce monde, en fait. Mmh. Donc Mmh. on va peu les voir chez les psys, tu vois?
Là où les complexes, alors le mot complexe les rend plus complexes du coup, mais c'est pas voilà, c'est pas ça. Mais ils ont une hypersensibilité, ils vont se questionner, ils vont se sentir souvent en marge. Ils vont ressentir leur décalage. Donc ça Oui. va beaucoup les questionner et donc Mmh. forcément, c'est eux qu'on va voir davantage chez les thérapeutes, tu vois? Oui, oui. Donc les thérapeutes et beh, parfois on peut effectivement se dire: «Bah oui, bah tous les HP que je vois, ils sont hypersensibles». Mais en fait non, il y Oui. a juste un gros biais là-dessus. Et Mmh. aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc ça, c'est important de bien faire la différence. Hein, donc on peut être Oui, l'un ou l'autre, ou aucun des 2. Et surtout, il n'y a pas, de, profil meilleur qu'un autre. c'est ça, Et ça, c'est important complètement. de le dire. Oui, Parce que chaque profil oui, a ses oui, entre gros guillemets, hein, a ses avantages et ses inconvénients, tu vois? Donc oui, oui, par oui, exemple, oui. chez les Ouais. complexes hypersensibles où on croit que du coup, bah, c'est eux qui vont voir le plus de psy, c'est eux aussi qui ont une grande force de résilience. Parce que ça va être aussi ces profils-là qui vont beaucoup plus s'interroger sur eux-mêmes, avoir une plus grande intelligence émotionnelle également. C'est eux qui vont beaucoup plus remettre en question, bah, par exemple, la société d'aujourd'hui, parce que ça va beaucoup plus les violenter. Ils ont des valeurs aussi, Mmh. très, très, humanistes, en fait. Donc ça, c'est super positif et ils ont une grande force de résilience. Il y a Ouais. beaucoup moins de dépression sévère chez ces profils-là que chez les profils de laminaires, par exemple, où là, eux, quand Oui, ils explosent et on a un taux de suicide beaucoup plus élevé chez eux. j'imagine. Et tu vois, donc moi, j'ai donc, comme je te disais tout récemment, j'ai pu me coller une étiquette d'hypersensible au potentiel. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas dans les 2% annoncés de haut potentiel, parce que dans mon entourage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de haut potentiel. Qu'est-ce que Et tu oui. penses de ce chiffre-là? Alors Comment ça tu c'est l'interprètes? heu, alors là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, la problématique, c'est qu'on s'attire, tu vois? Donc on a la sensation, Mmh. tu sais, c'est un peu comme ces femmes enceintes ces femmes qui veulent être enceintes, elles ont la sensation de voir toutes les femmes enceintes autour d'elles. Déjà, je pense qu'on fait plus Oui, attention, tu vois? Et ensuite on s'attire davantage. oui, Mais non, en fait, le test de QI, donc le test officiel en France, le VICE, a été, calibré pour que ça soit que 2 de la population, d'accord? Donc de toute façon, il ne peut pas y avoir plus. Parce que donc à chaque fois, il est revu, il est refait. Là, on est à la 5e version. Il est fait pour que en chaque fois, il y ait que 2 de la population. Tu vois ce que je veux dire? ben, en fait, j'ai déjà entendu cette explication, on me l'a déjà donnée, Mmh. mais tu vois, même en parlant autour de moi, je me Ah dis: oui, «Mais alors après, tu parles d'autre chose. c'est fou, quoi», tu Alors vois? après, on parle aussi, il y a une autre théorie, c'est l'intelligence multiple, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir ce fameux test, mais qui pour autant sont, Mmh. parce qu'il est D'accord. effectivement énormément remis en question. Et pour cause, c'est vrai qu'il est extrêmement scolaire, hein, tu vois. Moi qui parle de schooling, je pense que Mmh. les enfants unschool ne pourraient pas le réussir parce qu'ils n'ont pas appris à penser de cette manière-là. Et il est Oui, très oui, scolaire. oui. Et pour autant, il y a Ouais. bien des HP chez l'unschool, tu vois. Mmh. Alors, est-ce que ce chiffre, il est plus? Certainement, certainement. Tu vois, quand par exemple, bah, pour revenir à ce qu'on disait sur la théorie, est-ce que tout le monde on n'est pas HP finalement? Enfin, tu vois, c'est, je ne Mmh. saurais pas te dire en fait. Euh, j'ai, je- Moi qui fais passer des tests, je me rends compte quand même que il y a des gens qui ne le sont pas, c'est Mmh. sûr, qui ont vraiment un Mmh. fonctionnement très très différent. Oui. Parfois, quand j'accompagne des personnes, tu vois, avant justement de me spécialiser, clairement, il y a des personnes que je ne peux pas accompagner et je n'y arrive pas. On ne se comprend pas, Mmh. en fait. Mmh. C'est Mmh. c'est c'est 2 mondes différents. On a vraiment la sensation de venir de 2 planètes Oui, différentes et oui, oui. du coup, oui, je me rends compte. Après, j'ai tendance effectivement, moi, par exemple, à me lier davantage d'amitié avec des personnes qui vont avoir ces mêmes caractéristiques parce Bah oui, qu'on a une ouais. vision du monde assez commune, en fait. Mmh. On a Mmh. cette envie de réfléchir, tu vois? Ce cerveau qui tout le temps a besoin de nourriture intellectuelle, on va rebondir, on va refaire le monde et ça peut durer, tu vois, une éternité, tu vois? Mmh. Forcément, je Oui, vais davantage accrocher avec ces gens-là. Les autres personnes, non pas qu'elles sont moins intéressantes, mais en tout cas pour moi, peut-être que je n'arrive pas à rentrer en communication avec elles, je n'arrive pas peut-être à échanger et du coup le centre d'intérêt autant moi je suis pas intéressante je pense pour ces gens-là, autant eux pareil pour moi. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, bien sûr. Voilà, Oui, donc à un oui, moment donné, oui, je crois qu'il y a un gros biais quand même parce que moi c'est quand vrai. je regarde la télé ou que je vais dans la rue, je me rends bien compte que tout le monde ne l'est pas, mais je pense qu'on vit tous dans notre bulle et dans notre bulle, on y fait Oui, oui. rentrer qui on veut. Oui, ouais.
c'est vrai. Et c'est une belle phrase de conclusion. Non, mais je suis d'accord. Et finalement, et c'est valable pour l'hypersensibilité, pour Exactement, le haut exactement. potentiel. Tu Oui, sais, si oui, à un oui. moment donné, en tant qu'hypersensible, tu fréquentes que des gens qui vont te violenter parce qu'ils vont te dire que tu es Mm. trop, 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 tu vas arrêter de les fréquenter. Alors, il y a C'est effectivement ça, la mais oui. famille et c'est ça Oui, qui est intéressant parce que souvent on me dit: «Oui, mais si c'est ma mère, si c'est mon père», bah oui, il faut que pas pour preuve qu'effectivement, les gens où tu peux pas, rompre le contact facilement, bon, bah, ils sont là. Mais sinon les autres, on les choisit. À un moment donné, c'est tu ça, vas pas te faire du mal, te dire: complètement. «Bon, ça matche pas, ça matche pas», tu vois? Oui, Parce qu'il faut se ouais, dire aussi oui. que les hypersensibles et hauts potentiels, ils peuvent être aussi, très violents en fait, dans leur façon d'être Mm. pour les autres, tu vois? Mm. On va les violenter, on va les secouer un peu trop, on va être trop, trop, Mm. trop Mm. fusionnel, trop, trop, trop et on peut en devenir toxique, tu vois? Je comprends. Donc Oui, effectivement, ouais, ça va pas fonctionner. oui. C'est Ça une peut ne pas fonctionner incompatibilité. Voilà, c'est une possible exactement incompatibilité et ne pas voir et ça il faut comme. l'accepter Ouais, ça. Pour les hypersensibles, oui, voilà. c'est pas facile d'accepter que, C'est bah, on peut pas être apprécié de tout le monde. Voilà, toutes les relations ne sont pas bonnes, enfin ne Non, sont c'est ça. pas acceptées. Mais on est des Super. milliards sur cette planète, alors on peut bien trouver des Oui, gens on avec va qui ça trouver. fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Élodie, Merci pour à cet toi. échange tellement, tellement intéressant, tellement passionnant. Merci beaucoup. J'espère que ça Et pourra peut-être, intéresser et aider des personnes, du coup. j'en suis certaine. Merci et belle continuation à toi et puis au plaisir de te Également retrouver. à toi aussi. Belle journée à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci, Élodie. Au revoir. Quel sujet passionnant. Sur cette dernière partie, nous avons largement débordé sur le sujet de la haute potentialité qui est un sujet à part entière. Et si vous êtes d'accord, nous pourrons en reparler à l'occasion d'un prochain épisode. Vous avez sans doute perçu l'enthousiasme d'Élodie quand il s'agit d'échanger sur ces sujets qui la passionnent tant. Je vous invite à la découvrir sur les réseaux sociaux et sur son site internet que je vous partage dans la bio. Si vous avez apprécié cet épisode et pour donner un petit coup de pouce à la visibilité du podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à venir partager avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, vos retours et impressions. Vous pouvez me retrouver sur les pages Être un parent et Parentalité pleine conscience. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.